Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Cécile, ça va? Eh ben bonjour, oui ça va très bien et toi? Et écoute, oui, très bien. Aujourd'hui, on reçoit Pierre avec nous. Pierre, comment tu vas? Eh ben, ça va très bien, je suis ravi d'être ici avec vous. Il fait beau, on a sorti un petit verre de jus de fruits, les cacahuètes, on est bien. Il est fort parce que ça fait 30 minutes qu'on est en brief. Au final, on ne briefe pas, juste on discute entre nous. On lui a dit juste avant, on fait un petit point météo, il est déjà parti sur ça. Pierre, t'es où géographiquement là en ce moment? Là, je suis un peu au-dessus de Lyon, je suis vers Chalon-sur-Saône. Ok, d'accord. Donc là, du coup, tu t'as C'est sorti vrai le que ça vent. me dégoûte parce que on est à la même latitude et on n'a pas du tout la même météo en fait. C'est fort probable, t'es où toi? Moi je suis près de Munich, mais je suis en hiver là. Alors, nous, il y a mais bon, on parlera, j'imagine, des problématiques de changement climatique plus tard. Mais là, en ce moment, on fait les grands 8. Il y a une semaine, il faisait 26, 28 degrés. Mais c'est sûr. Et là, la nuit, on arrive à -1. Donc, c'est incroyable. Incroyable. Sans aller dans le négatif, Aix-en-Provence aussi, c'est pareil. Là, je me pèle. C'est-à-dire que là, on me voit pas, mais Oui, clairement, mais là, j'ai une chemise. Oui, mais chez vous, à moins de 22, On se vous pèle. pelez. Oui, voilà, c'est ça. Oui, non, mais ça, effectivement, ça c'est pas faux. Du coup, avant juste de poser une première question, Pierre, juste au cas où pour ceux qui te connaîtraient dans ton cas, tu es aussi Astro-Pierre sur Twitter, Tout à fait. principalement, enfin, sur d'autres réseaux sociaux, je cite Twitter parce que c'est le plus grand. Mais voilà, donc ceux qui s'intéressent à ce que tu fais ou qui voudraient te découvrir, déjà, ils peuvent très bien aller sur Twitter ou sur les autres réseaux sociaux. Cécile me disait Mastodon, notamment. Non, Blue Sky. Non, Blue c'est lequel? Sky. Ah, Blue Sky, excuse-moi, pardon. Blue Sky. Et là, récemment, on m'a dit, Pierre, il faut que tu utilises LinkedIn. LinkedIn, c'est bien pour le boulot, c'est important, pro, machin. Donc, pendant 2 ans, on m'a dit qu'il fallait. Donc, maintenant, j'ai aussi un petit compte Astro-Pierre sur LinkedIn. J'essaie. LinkedIn, c'est un autre univers. C'est un autre monde, exact. C'est un autre monde. LinkedIn, moi, ça me régale. Mais bon. Donc voilà, mais du coup, est-ce que tu peux te présenter, Pierre, en gros, ce que tu as fait pour jusqu'au doctorat, quoi, en fait, quel est le type de doctorat que tu as fait, quelles sont tes thématiques? Alors, évidemment, vu le nom de Twitter, on se doute bien, mais dis-nous en plus. Eh ben non, figure-toi que non, pas du tout. Ça, c'est la surprise. Moi, mon doctorat, je l'ai fait en physique médicale et en particulier sur de la physique nucléaire, de la physique des particules appliquée à la médecine. Donc, je vous raconterai tout à l'heure comment je suis arrivé là. Mais l'objectif, c'était c'est toujours, hein, de traiter des tumeurs cancéreuses. Donc, on est dans le domaine de la cancérologie. Et en cancéro, en gros, il y a 3 moyens quand tu as un cancer. Le premier, c'est la résection chirurgicale. Donc, tu opères, tu enlèves la tumeur et puis ça va mieux. Si par contre, ça se disperse un peu dans le corps, là, tu vas utiliser la chimiothérapie qui va donc attaquer un peu tout ça. Et puis, tu as une autre technique qui est la radiothérapie. Là, tu utilises des rayonnements, donc des rayons X surtout, donc des faisceaux de rayons X pour brûler les tumeurs, en évitant au maximum de brûler les tissus à côté, ce qui est toujours problématique. Donc moi, c'est dans cette 3e partie-là, sauf qu'au lieu d'utiliser des rayons X classiques et conventionnels, nous, on construit un accélérateur de particules et on envoie des faisceaux de particules sur les tumeurs. Et donc, ça a plein d'avantages, des avantages balistiques, ça permet de traiter très, très, très finement, très précisément, et même d'aller traiter d'autres tumeurs qui sont mal placées, qui sont près de la colonne, qui sont dans le cerveau. Très compliqué de balancer des rayons dans le cerveau, là, tu peux le faire avec des faisceaux de particules. La seule petite difficulté, c'est qu'il faut construire un accélérateur de particules entier à côté de l'hôpital, ce qui peut être fait que globalement une fois dans chaque pays, parce que c'est une installation qui est monstrueuse. On est vraiment sur un vrai gros accélérateur de particules. Donc là, aujourd'hui, il y en a en Allemagne, il y en a en Autriche, il y en a un en Italie. Et pour l'instant, en France, on est encore en train de se poser la question si cette technique va déboucher sur la construction d'un centre en France. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de faire de la physique des particules, mais en face, au lieu d'avoir une cible, un bloc de plomb ou quelque chose, ou un détecteur, tu as un humain qu'il faut soigner. Donc c'est assez intéressant. Ok, mais c'est hyper répandu du coup. Comment les gens sont choisis? Parce que j'imagine que du coup, ils sont choisis, vu qu'il n'y a pas beaucoup de centres. Oui, ils sont choisis en fonction du type de cancer qu'ils ont.
C'est-à-dire que cette technique-là, cette technique-là, elle a un nom, elle s'appelle hadron-thérapie. En gros, aujourd'hui, accélérer des particules et les envoyer sur un patient pour guérir des tumeurs, ça existe, ça s'appelle la proton-thérapie. On voit des protons qui sont assez petits, et c'est pour des tumeurs assez spécifiques, par exemple certaines tumeurs de l'œil, et accélérer des protons, ça ne demande pas une installation très très grosse. Alors que là, c'est des noyaux d'atomes plus gros. Là, en l'occurrence, moi je travaille avec des ions carbone, et donc du coup, il faut des synchrotrons, des vrais gros accélérateurs. Et là, pour le coup, quand j'allais faire mes tests, quand j'allais faire mes manips, j'allais pas mal à Caen, justement, parce qu'à Caen, ils ont plein d'installations de physique des particules. Donc, on allait tester ça. Mais effectivement, en fait, parfois, il y a des tumeurs qui sont dites radiorésistantes. Donc, ces tumeurs radiorésistantes, ces souches cellulaires radiorésistantes, ce sont en fait des cellules qui vont mieux résister au rayonnement, au rayon X qu'on voit classiquement en radiothérapie conventionnelle. Quand tes souches cellulaires résistent mieux que les tissus sains, ça fait que les tissus sains meurent avant les tumeurs cancéreuses. Donc, ces tumeurs radiorésistantes, évidemment, on ne peut pas faire grand-chose avec elles parce qu'on ne peut pas utiliser la radiothérapie. Et il se trouve que pour certaines d'entre elles, paradoxalement, elles sont très sensibles à ce genre de nouveaux traitements, de nouvelles irradiations par des ions. Donc, effectivement, en fait, les indications de ce genre de traitement, c'est soit si la tumeur est mal placée, donc typiquement, si tu as une tumeur qui est juste à côté de ta colonne vertébrale, tu ne peux pas irradier parce que la colonne vertébrale, la moelle épinière est extrêmement radiosensible. Et là, tu vas utiliser les propriétés balistiques de ce faisceau de particules qui a une précision qui est très très faible, qui est de l'ordre du millimètre, voire plus petit. Et donc là, tu peux traiter à côté de zones très sensibles des tumeurs. Et l'autre chose, donc c'est soit quand c'est mal placé, soit quand tu as par exemple des souches radiorésistantes qui, au contraire, seront très sensibles à ce genre de rayonnement. Donc c'est vraiment c'est le médecin en fait qui va définir votre tumeur à vous, votre cancer à vous, il est problématique, mais il y a une nouvelle technique pour laquelle il y a de très bons résultats, et hop, il va envoyer les gens dans ce genre de centre de traitement qui n'existe pas encore en France. Pour l'instant, on envisage peut-être Caen, justement, parce qu'il y a déjà des installations, il y a déjà des accélérateurs là-bas. Donc c'est plutôt par là-bas en ce moment que ça a l'air de se passer. Mais après, il y a la partie scientifique, puis après, il y a toutes les décisions au-dessus, des décisions politiques. Ça demande des investissements énormes, donc là, on n'est plus dans la science. C'est pour ça que ça met du temps. J'ai bu les paroles. Là, Ah ouais, moi pareil. Déjà, je ne savais pas que ça existait. Pour moi, la triste vérité des cancers, je pensais que ça s'arrêtait à la chimio. Ah donc, non, il y a plein de... Mais je pourrais en parler une heure si tu veux. Il y a quantité de techniques, il y a quantité de travaux de recherche qui sont extrêmement prometteurs. Il y a plein de nouveaux traitements qui sont hyper intéressants. Non, mais accessible, moi, c'est ce que je voulais dire. Accessible à plus ou moins le grand public, quoi. Ah oui. C'est là où... Après, on peut parler de recherche aussi. Tu vois, on peut parler, par exemple, de nouvelles techniques de vaccins thérapeutiques, par exemple, contre le cancer. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que les vaccins, il y a les vaccins préventifs. Tu prends un vaccin pour ne pas tomber malade. Et maintenant, il existe des travaux sur des vaccins thérapeutiques, c'est-à-dire des vaccins qui vont soigner et qui ont la potentialité aujourd'hui de pouvoir peut-être guérir plus tard soit le sida, soit le cancer, mais de servir de thérapeutique. Donc c'est des vaccins qui sont beaucoup développés par rapport à ces nouvelles technologies ARN qui ont été beaucoup développées avec la crise du Covid. Donc ça, c'est encore un nouvel arsenal qui se prépare dans les labos, qui viendra peut-être d'ici 5 ans, 10 ans, 30 ans. Donc il y a déjà tout un arsenal réel qui existe et qui est très intéressant en soi, qui se développe, sur lequel il y a la recherche. Mais en plus des nouveaux types de traitements qui n'existent même pas aujourd'hui, qui sont dans les labos, qui sortiront bientôt. Et dont j'aime beaucoup parler de temps en temps aussi quand je vois passer des papiers qui sont intéressants. Ah ouais, mais c'est très optimiste, tout ça, c'est très bien. En tout cas, on espère, tout ça, c'est fait pour aider les gens, évidemment. Oui. C'est là où c'est intéressant. Il y a la science pour comprendre l'univers. Ouais. Et puis, il y a cette partie de la science qui est vraiment là qui se développe. Alors, à la base, pas forcément pour aider les gens. La physique des particules, à la base, elle a été développée pour comprendre de quoi est faite la matière. Mais il se trouve que parfois, on trouve des applications pratiques.
Et là, il y a un lien qui est très intéressant entre la société et puis la science. Justement, alors oui, c'est tout l'aspect aussi des recherches fondamentales ou Exactement. recherches comme ça. Et puis, ça, c'est toujours là, c'est un exemple très concret. Tout à fait. Au final, là où on a compris en 2 minutes à quoi ça sert de chercher dans des trucs, mais voilà à quoi ça sert. Je rebondis sur ma pirouette. Alors, évidemment, je me suis auto-taclé moi-même. Je savais quel était ton sujet de thèse. On prépare un peu les interviews avant. Oui, je sais que tu sais. Je Pour ceux qui confirme. nous écoutent et qui vont se dire, mais quel pitchounou celui-là, qui prépare pas ses sujets. J'étais au courant. Hein. Je confirme, par Ben contre, et Cécile sont parfaitement au courant. mais, voilà. Mais par contre, du coup, tu l'as fait où cette thèse, ce doctorat? Alors, moi, je l'ai fait à Lyon. Je l'ai fait à Lyon, alors, l'ex-Institut de physique nucléaire de Lyon, IPNL, voilà, qui est sur le site de l'Adoua, à Villeurbanne, donc l'Université Lyon 1, et qui aujourd'hui s'appelle IP2I, Institut de physique des deux infinis, puisque là-bas, on y traite justement de l'infiniment petit, donc la physique des particules, de physique nucléaire, etc., de physique atomique. Et en même temps, la physique nucléaire, c'est aussi ce qui fait fonctionner les étoiles. La nucléosynthèse, c'est ce qui fait fonctionner aussi, c'est ce qui fait fonctionner le Soleil. Donc en fait, il y a un lien très très fort entre infiniment grand et infiniment petit. C'est pour ça que cet institut s'appelle aujourd'hui IP2I, Institut de physique des deux infinis. Ta thèse, tu l'as fait en collaboration avec des CHU ou c'était purement à l'institut? Parce que comme tu parles de médical... Le projet dans lequel s'inscrivait ma thèse, qui s'appelait à l'époque le projet Étoile, qui visait à l'époque éventuellement à justement développer un centre, le premier centre de traitement d'hadrothérapie français. L'objectif, c'était de le développer à Lyon. À l'époque, c'était plutôt Lyon qui était en lice pour abriter ça. Après, les choses ont changé avec le temps. Et donc, dans ce projet, qui était le projet Étoile, il y avait des biologistes, il y avait des physiciens, il y avait des physiciens des particules, il y avait des mathématiciens, il y avait... en fait, il y avait énormément de spécialités différentes qui travaillaient tous sur ce même sujet de l'hadrothérapie. L'avantage quand tu fais de la physique des particules pour la médecine, c'est que tu as un peu de tout là-dedans. Ah ouais. Et donc, moi, ma thèse, elle s'inscrivait là-dedans. Donc, j'étais avec des gens de disciplines très différentes. Mais moi, en particulier, j'avais quand même mon sujet de recherche et mon directeur de recherche était à l'IPNL. Et donc, on travaillait, nous, sur vraiment cet aspect physique des particules. Donc, le sujet spécifique de ma thèse, c'était d'essayer d'arriver à vérifier que le faisceau de particules allait bien précisément là où on lui demandait d'aller et d'essayer de trouver une méthode pour contrôler en temps réel au cours de l'irradiation, de vérifier que le faisceau était bien au bon endroit. Parce qu'avec les techniques conventionnelles, par exemple la radiothérapie classique, tu utilises des rayons X, et les rayons X, ils ont le bon goût de traverser ton corps et de ressortir de l'autre côté. Ce qui fait que pendant le traitement, si tu mets un détecteur de l'autre côté, tu vois si le faisceau a été bien réglé et s'il est au bon endroit. Le problème d'un faisceau de particules, c'est qu'à une certaine énergie donnée, toutes les particules vont s'arrêter à une profondeur donnée. Donc c'est le principe, il faut qu'elles s'arrêtent dans la tumeur, mais du coup, il n'y a rien qui sort. Donc comment est-ce que tu fais toi pour vérifier que quelqu'un n'a pas tourné le bouton un peu trop à gauche ou que tout a bien été réglé? Et donc, en gros, ma thèse, c'était de dire que toutes ces particules, la plupart, elles allaient faire ce qu'on attendait d'elles, c'est-à-dire pénétrer dans les tissus, aller jusqu'à la tumeur et là, l'exploser complètement, en préservant les tissus en avant et en aval, ce qui était bien, mais que de temps en temps, un des noyaux d'atomes qu'on envoyait rencontrait un des noyaux d'atomes du corps humain, et paf, ça fait des chocs à pic. Et du coup, donc l'idée, c'était, est-ce que ces petits fragments nucléaires, ces petits fragments de noyaux qui sont éclatés, est-ce qu'ils arrivent à sortir du corps humain? Et est-ce qu'en les détectant en dehors, on ne peut pas reconstruire leur trajectoire et vérifier où ils se sont éclatés et donc savoir où se trouve le faisceau en temps réel? Donc c'était vraiment de la physique pure. Mais c'est pour ça que quand on allait en test sur faisceau, on prenait un bloc de plastique ou un bloc d'eau, puisqu'on n'avait pas besoin de mettre Mamie Janine en face du faisceau. Mais c'était vraiment de la physique. Ok, c'est la première fois que je comprends de la physique dans ma vie. J'en suis ravi. Ah ouais. Mais moi, je suis fière de moi, là, du coup. Je me suis fait la même réflexion et c'est là où je me suis dit, effectivement, là, on est sur un vulgarisateur aussi. Ah, bien, c'est gentil. Non, mais effectivement, là, c'est sur le coup, là, parce que c'est vrai qu'effectivement, c'est limpide.
Mais j'en Ben, parle plus beaucoup maintenant. C'est vrai que imagé. en fait, j'en parle plus du tout, même dans mon boulot de vulgarisation, de médiation Eh ben, tu aujourd'hui. devrais. Je parle, mais ça fait du bien d'en reparler un peu de temps en temps, comme ça rappelle plein de bons souvenirs. C'est cool. Mais au moins, Pas ouais, de parce bons, que de là, mauvais, de plein de souvenirs. justement, par rapport à ça, là, je me dis, à part le nom de ce projet étoile, à quel moment tu switches justement vers ces étoiles? Ouais, excusez-moi, j'ai prévu la transition. À quel moment tu switches vers les étoiles, justement, et dans l'astro? À l'âge de 5 ans, Ah oui. Ah, ok. Ça, je savais pas, par contre, ça, je t'ai pas préparé. et oui, parce que enfin moi, mon amour d'enfance qui est toujours aujourd'hui, c'est le ciel. J'ai tout petit, quand j'étais dans les bras de ma mère, je montrais le ciel, la lune, et je lui demandais ce que c'était. Et, et elle n'arrivait pas à me l'expliquer. Et elle me disait, bah, c'est la lune, Pierre. Puis tu verras plus tard quand tu seras grand. Mais non, j'ai toujours été fasciné par le ciel, par les étoiles, par l'univers, par les mystères qu'on y découvre régulièrement. Mon premier amour scientifique, ça a toujours été le ciel et l'astronomie. En fait, j'ai dérapé à un moment dans mon cursus et du coup, j'ai trébuché dans la physique nucléaire. Mais, mon kiff absolu, c'est l'astro, c'est l'infiniment grand. Et justement, c'est là où c'est génial, c'est parce que comprendre l'infiniment petit t'aide à comprendre l'infiniment grand. Au bout d'un moment, en science, tu t'aperçois que tout est lié, absolument tout. Et que si tu veux comprendre un domaine, tu es obligé de t'intéresser à d'autres domaines qui, a priori, n'ont rien à voir et qui, en fait, sont complètement liés. Donc, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'il y a presque pas plein de sciences. Il y a une manière d'essayer de comprendre à quoi ressemble le monde, et puis après, tu vas le prendre de plein de manières différentes, mais en fait, tout est lié. Donc voilà, à la base, c'est le ciel. Et puis, pendant un temps, j'ai dérapé sur l'infiniment petit. Et puis maintenant, je fais tout. Je fais les deux. C'est-à-dire que j'utilise tout ce que j'ai appris pour parler du monde qui nous entoure aux gens qui veulent que j'en parle. Parce que là, du coup, Thierry Audu, tout à l'heure, on parlait du centre d'astronomie de Haute-Provence, là. Donc ça, c'était en off. Saint-Michel d'Observatoire. Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer ce passage? Parce que ça vient pendant ou après la thèse? Parce que ça, en le préparant, j'ai eu du mal à savoir chronologiquement où est-ce que ça se situait, cette expérience. Alors, ça, c'est peut-être une chose que je peux conseiller à toutes celles et ceux qui vous écoutent. N'ayez pas peur des parcours qui ne sont pas linéaires. Ça, c'est très important. Un parcours non linéaire, un parcours où vous allez faire un truc, vous vous plantez, vous allez faire un autre truc, et puis la vie fait que cet autre truc, en fait, vous emmène sur un troisième qui n'a rien à voir avec les deux premiers. Tout ça, ce n'est jamais du temps perdu. C'est du temps que vous passez à rencontrer des gens, à apprendre des choses, à acquérir de l'expérience sur la vie, sur la science, et tout ça, à un moment ou à un autre, ça finit par vous servir. Donc en fait, tout ça pour venir sur le fait que j'ai pas un parcours très linéaire. Et du coup, quand j'étais dedans, je savais du coup pas du tout où j'allais, ni ce que j'allais pouvoir faire de tout ça. Mais maintenant, je suis bien content d'avoir fait tout ça. Donc en fait, très rapidement, je passe mon bac S. Dans ma terminale, on nous dit un jour, signez ces papiers. Remplissez ces papiers, signez-les. Et en fait, c'était des demandes pour aller en classe prépa, en CPGE. J'avais aucune idée de ce que c'était. T'as pas regardé, t'as signé. Non, je fais ce qu'on me demande. Donc, je signe les papiers. On me dit cocher des lycées où vous voulez y aller. Et puis ensuite, le papier part. On n'entend plus parler. Et puis, j'apprends que finalement, je suis accepté en maths sup. Donc, je me renseigne. Et là, je commence à me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc, je passe mon bac, je l'ai, et je vais en maths sup. Et là, je me fais défoncer. Donc, une expérience pas forcément agréable, mais très formatrice, parce que du coup, tu apprends la rigueur, tu apprends le travail, tu fais ce que ça a tout le temps. Mais au bout de subspé, je m'aperçois que en fait, tout ça, ça mène à ingénieur. Et puis voilà, quand tu as 17 ans, que tu es en terminale, tu sais pas forcément ce que tu veux faire. Donc là, quelques années plus tard, je commence à avoir une idée, et puis je me dis, en fait, j'ai pas du tout envie d'être ingénieur, mais qu'est-ce que je fous là? Et du coup, avant de passer les concours finaux pour aller en école d'ingé, je m'en vais. Je lui dis, je ne veux pas faire ça. Et du coup, je pars à la fac.
Parce que là, je comprends que à la fac, on peut après chercher des trucs, on peut devenir chercheur. Ça, c'est cool, ça me plaît, ça. Donc du coup, j'ai une équivalence et j'arrive directement en 3e année à la fac avec mon bagage de suspect. Et j'arrive là et je me dis, bon, bah, moi, je vais faire de la physique. Donc je prends une licence de physique. Et puis, je ne sais pas trop pourquoi faire, mais parce que j'aime la physique. Et donc là, j'arrive, j'ai 22 ans. Et j'ai passé toute ma vie à bouquiner des bouquins sur l'astronomie tout le temps, dans le train, chez moi, le week-end, machin, parce que j'adorais ça, j'adorais apprendre, mais j'ai jamais regardé le ciel. Donc je me dis, il est peut-être temps de m'acheter un télescope. Qu'est-ce que je fais? Je prends le premier ciel et espace qui passe. À l'époque, il y avait des petites annonces à la fin pour m'acheter un télescope. Et dans la section petite annonce, je vois Centre d'astronomie Saint-Michel d'Observatoire cherche médiateur scientifique pour parler des étoiles. Et là, je découvre que je peux être payé pour parler de ma passion aux gens. Révolution! C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les gens, je les embêtais. Enfin, j'étais le geek, hein. J'ai toujours été le geek, tu sais, le geek qui est pas la tête de figure de la classe, qui s'intéresse à des trucs un peu chelous, qui fait des jeux de rôle dans son coin, et à qui, enfin voilà, à qui on va pas parler parce que c'est une grosse tête, quoi. Et là, j'apprends qu'on peut être payé pour faire ça. Je me dis, mais trop bien. Et donc, c'est là où j'ai arrêté la fac et je suis parti à Saint-Michel sans trop savoir ce que c'était. Et je découvre le métier de médiateur scientifique. C'est-à-dire que j'ai des gens qui viennent et je peux leur raconter tout ce que je veux. Et c'est trop bien. Et donc, c'est là où je me suis aperçu que j'adorais ça, déjà. Bon, accessoirement, à Saint-Michel Observatoire, ils avaient des télescopes que j'aurais jamais pu m'acheter. Oui. Donc, en plus, je suis payé pour le soir, quand il n'y a pas de public, utiliser le télescope et aller regarder tout ce que je veux avec un matos de fou. Donc, vraiment, je vis ma meilleure vie. Et je fais ça pendant 4 ou 5 ans. Et puis, au bout de 4 ou 5 ans, j'ai fait un peu le tour. Et puis, on recevait surtout des classes, donc des enseignants qui venaient avec des déplacements scolaires. Et qui me disaient, bah, tu sais, Pierre, t'expliques quand même pas trop mal, c'est quand même vachement intéressant, c'est vachement bien, tu as un bon contact avec les élèves, est-ce que tu as pensé à faire prof? Et je me dis, ah, ben non, mais c'est marrant. Et donc, du coup, au bout de 5 ans, je me dis, bah voilà, j'ai arrêté mes études, c'est pas cool, il faudrait quand même que je les termine. Donc, je pars de Saint-Michel et je remonte à Lyon pour reprendre ma licence et faire. Et je me dis, bah, cette fois-ci, pourquoi pas faire prof de physique-chimie? Parce que, ouais, c'est vrai que pendant ces 5 années, j'ai bien aimé, moi, raconter de la physique aux enfants. Ils avaient l'air de bien aimer que je leur raconte. Je me dis, pourquoi pas faire prof? Donc, je repars faire ma licence de physique-chimie en faisant ça. Et donc, dans cette licence, j'avais un cours de physique nucléaire. Et la physique nucléaire, comme on disait, hein, c'est ce qui fait marcher les étoiles. Donc moi, la physique nucléaire, je lisais des bouquins sur les réactions nucléaires depuis des années. Donc en fait, ce cours-là, je l'avale tout seul. Et mon prof de physique nucléaire vient me voir un jour en me disant, Pierre, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je dis, bah, je sais pas, prof. Il me dit, bah, moi, je te propose un truc, parce que t'as l'air de bien aimer tout ça. Moi, je te propose un truc, c'est que si tu aimes enseigner, il y a un autre boulot qui permet d'enseigner, c'est enseignant-chercheur. Si tu veux faire de la recherche, non seulement tu pourras enseigner, mais en plus, tu pourras faire de la recherche. Est-ce que tu kiffes? Je dis, ouais. Il faut faire quoi pour faire ça? Il me dit, bah, écoute, moi, je m'occupe d'un master là. Si ça t'intéresse, tu peux faire de la physique nucléaire. En plus, tu aides les gens parce qu'il y a un peu de médecine là-dedans. Et dans 2 ans, après ton master, tu me rejoins et on fait une thèse ensemble. Donc j'ai dit, bah, ok. Donc j'avais aucune... Enfin, là encore, tu vois, la vie, elle t'ouvre une porte, puis c'est à toi de décider si tu veux prendre le risque ou pas de la prendre, quoi. Et donc, je ne connaissais rien en médecine, évidemment. Je connaissais un peu de physique, c'est tout. Et du coup, je rentre dans ce master. Et là, j'apprends de la médecine. Trop bien. Et donc, du coup, dans ce master, la moitié de la semaine, j'étais à Lyon à faire de la physique nucléaire. Et l'autre moitié de la semaine, j'allais à Grenoble, à l'université de médecine de Grenoble, pour faire de la médecine, surtout de la cancéro. Et donc, j'ai passé 2 ans comme ça, entre médecine et physique. Et après, je suis sorti, je suis retourné voir ce chercheur. Et je dis, bah voilà, j'ai fini. Il dit, bah, il y a une place, et elle est là.
Et c'est comme ça que j'ai commencé ma thèse. Donc tu vois, il y a beaucoup de sérendipité, quoi. C'est pas du tout quelque chose de je suis parti, je suis allé travailler, je suis revenu, j'ai rencontré quelqu'un, je suis parti faire quelque chose que j'ai pas prévu, j'ai appris des matières que je connaissais pas, et finalement je suis parti sur cette thèse. Donc c'est pas du tout quelque chose qui était en droite ligne. Avec toute cette démonstration-là, là, on ne peut pas faire plus concret pour les gens qui nous écoutent. Je sais qu'on en avait déjà parlé autrefois dans d'autres podcasts, le doctorat est une expérience comme une autre. C'est une expérience particulière. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut le voir, n'ayez pas peur de le voir comme c'est pas forcément tout de suite après master, où il peut se passer des trucs avant. Et là, par exemple, la parfaite définition avec Pierre, voilà, qui fait un métier, et puis qui revient, et puis qui fait un doctorat, et puis qui finalement repart après sur un autre métier, repart aux premiers amours. Et ça, c'est pas mal aussi, parce que dans ton cas, si tu veux, le podcast peut s'appeler après et avant la thèse aussi. Parce que du coup, oui. Dans ce cas précis de cette interview, ça marche bien dans les deux sens. Oui. Littéralement. Vraiment littéralement. Parce que là du coup, aujourd'hui, tu en es où? Je te raconte ce qui s'est passé après le doctorat ou je te raconte ce que je fais aujourd'hui? C'est après le doctorat. Oui. Après le doctorat. Je termine mon doctorat, donc je deviens docteur, ce qui me permet toujours pas de soigner des gens, mais je suis docteur. Et donc, effectivement, on le sait, à la dernière année, les 6 derniers mois, non seulement on est sur la meilleure partie de la thèse, c'est-à-dire la rédaction, hein, tout le monde adore cette partie-là, mais en plus, il faut commencer à préparer un peu l'avenir. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à chercher des postes de postdoc, là où vous êtes, si je ne m'abuse. C'est-à-dire, en général, on essaie de trouver des postes dans d'autres universités que celles où on a fait notre doctorat, éventuellement même dans d'autres pays, parce que c'est plus formateur, si possible, pas obligé. Et donc, moi, je cherche un peu, et je finis par trouver 2 postes. Donc, il y en a un au CERN, à Genève. Donc, le CERN, c'est l'Organisation internationale de recherche sur la physique des particules. Vous savez, ce gigantesque accélérateur géant de 40 km de long qui a été construit sous la surface de la Terre, sous la frontière franco-suisse. Ouais. Donc, il y a des recherches sur la dronethérapie qui se font évidemment là-bas. Donc, je trouve un poste là-bas. Et un autre à Heidelberg, en Allemagne, qui est aussi un des grands centres de recherche. Sauf que les deux me disent la même chose, c'est-à-dire, on serait ravis de vous recevoir, mais on ne vous payera pas. Donc, cherchez-vous une bourse. Voilà. Et si vous trouvez une bourse de postdoc, on sera ravis de vous recevoir pour travailler avec vous. Tu m'étonnes. Donc, ma recherche de poste s'est transformée en recherche de bourse. Et c'est là, par contre, je ne l'ai pas réussi. C'est-à-dire que j'ai cherché partout où je pouvais, des bourses nationales, des bourses internationales, des bourses européennes, des bourses privées, des bourses CIFRE, des bourses publiques. Et je n'ai pas trouvé de bourse pour financer mon postdoc. Et ma soutenance de thèse arrivait de plus en plus, et j'avais toujours rien. Voilà, ce qui était un peu stressant. Et à côté de ça, il se trouve que comme j'étais sur Lyon depuis quelques années, je m'étais aperçu qu'à Lyon, pas loin de Lyon, à côté, à Vaux-en-Velin, il y avait un planétarium, qui est l'un des plus grands planétariums de France. Donc, je rappelle, le planétarium, c'est un endroit où on vient, il y a une grande salle voûtée, ronde. Donc, on éteint la lumière, on projette les étoiles, et puis on peut voir le ciel au-dessus de notre tête à l'intérieur. Et donc, j'avais déjà contacté le planétarium. J'étais allé voir si le week-end, je ne pouvais pas me faire 3 sous en allant bosser un peu chez eux. Enfin, ils avaient mon nom dans un coin. Et par hasard, plus ou moins quand j'étais en train de chercher un postdoc, le nouveau directeur du Plané m'envoie un mail en me disant « Pierre, on cherche un médiateur scientifique pour renforcer l'équipe. Et voilà, ça serait bien qu'on trouve quelqu'un qui vienne de l'université pour plein de raisons, parce qu'on voudrait un scientifique dans l'équipe, et puis parce qu'on voudrait renforcer un peu nos liens avec l'université Lyon 1, faire plus de projets avec eux, donc si on a quelqu'un qui est déjà de l'intérieur. Donc, il me dit, voilà, si ça t'intéresse, viens nous voir, on a des entretiens bientôt. Donc, à la base, j'avais le postdoc en plan A, et puis j'ai mis le Plané en plan B, parce que de la médiation scientifique auprès du public, parler d'astro, j'avais déjà fait ça à Saint-Michel, j'avais adoré. Je me dis, pourquoi pas se garder ça sous le coude. Et puis, le plan A a échoué, comme je viens de raconter. Et le plan B, je suis allé passer l'entretien, et puis l'entretien a réussi, et il me dit, voilà, c'est toi qu'on veut, donc est-ce que ça te dit? Et du coup, ça, c'était
2 semaines avant ma soutenance. Et du coup, j'ai fait, j'accepte. OK, Ouais. ça marche. Et du coup, j'ai soutenu, c'était un lundi, j'ai soutenu ma thèse. Et le mercredi matin, j'étais au Plané et je commençais à travailler là-bas. Donc, tu sais, souvent après la thèse, tu prends un mois Petite ou 2 pause. ou Ouais. ouais, une petite. Moi, j'ai embrayé direct et j'ai travaillé pendant 10 ans au Plané. Alors là Ah oui. encore, toujours pareil, une autre porte, une autre opportunité, c'est que du coup, donc le directeur était avant responsable de l'événementiel au Plané. Donc, il s'occupait de tout ce qui est gérer les événementiels, donc les créer ou concevoir des événements avec le Plané, donc soit des conférences, aller chercher des conférenciers, des scientifiques, organiser la fête de la science en octobre, la nuit des chercheurs. Enfin voilà, il y a plein d'événements qui sont liés à la science auxquels le Plané participait. Et donc le directeur me dit, ce que je te propose, c'est que tu es 50% médiateur scientifique, ça, tu sais le faire, il n'y a aucun problème, tu vas t'éclater. Et par contre, je te propose d'apprendre un nouveau job qui est responsable de l'événementiel. Est-ce que tu sais faire? Je dis, aucune idée, je ne sais même pas ce que c'est. Il dit, écoute, je vais t'apprendre, parce que c'était mon poste juste avant de devenir directeur. Et du coup, j'ai fait, d'accord. Et du coup, je suis parti apprendre encore un truc que je ne connaissais pas. Et donc, je suis devenu à moitié responsable événementiel, donc j'ai fait ça pendant 10 ans. On a beaucoup travaillé avec l'université, du coup, aussi. Et on a fait plein de projets rigolos. Et puis à côté, l'autre moitié du temps, j'étais dans la salle du Plané en train d'expliquer l'univers aux gens. Et c'est comme ça que je suis parti après la thèse. Ok. Voilà les circonstances qui ont fait que j'ai fait encore un petit virage à ce moment-là. Et du coup, pour terminer, parce qu'on est plus loin, au bout de 10 ans, donc c'était il y a 2 ou 3 ans, j'avais là encore fait un peu le tour de tout ce qu'il y avait à faire. Et du coup, je commençais aussi à avoir des gens qui me contactaient en me disant, Pierre, est-ce que tu pourrais faire ci ou ça pour nous? Parce qu'à côté, il y avait ce fameux compte Twitter qui commençait à avoir pas mal d'abonnés. Et du coup, des gens me contactaient pour écrire des articles, pour animer des tables rondes, pour faire des conférences. Et je disais non, parce que j'avais déjà un boulot et qu'on ne peut pas forcément cumuler tous les jobs en même temps. Et puis comme il y en avait de plus en plus, et puis comme je me disais, qu'est-ce que je fais maintenant? Et j'ai sauté le pas, et donc j'ai quitté le planétarium il y a bientôt 3 ans, et je me suis mis à mon propre compte. Donc j'étais fonctionnaire, et j'ai quitté le fonctionnariat pour devenir auto-entrepreneur freelance. Et donc une nouvelle aventure que j'ai commencée il y a 2-3 ans, et maintenant je continue d'une manière générale à parler de science aux gens qui ont besoin et qui en ont envie. Mais aujourd'hui, je fais ce que je veux. Le patron, c'est moi. Ah ouais, mais c'est marrant parce que en fait, quand j'écoute, je me dis, en fait, t'as pas forcé le destin, t'as juste pris ce qui arrivait en disant, C'est est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, je pense que ça va me plaire, allez, j'y vais, quoi. C'est ça. Est-ce que c'est même pas est-ce que ça me plaît, parce que souvent c'était des choses que je connaissais pas du tout. Enfin, quand on m'a dit est-ce que tu veux apprendre de la médecine, ou est-ce qu'on m'a dit est-ce que tu veux faire de l'événementiel, j'en avais aucune idée. Mais c'était plutôt est-ce que ça a l'air intéressant, et est-ce que ça va me permettre d'apprendre des trucs. C'est vrai que j'adore apprendre des trucs. Ouais, curieux, quoi. Quand on m'alimente plus en nouveaux trucs, je m'ennuie, et quand je m'ennuie, je deviens chiant. Donc c'est pour ça que c'est plutôt ça. C'est que quand on m'offrait une porte dans laquelle je pouvais découvrir de nouveaux trucs, en général, j'avais tendance à accepter. Oui, c'est vrai que ça se. Alors, du coup, là, comme on est en podcast, les gens ne peuvent pas le voir, donc ils sont obligés de nous croire. Mais c'est vrai que quand tu parles de nouveaux sujets, là, depuis tout à l'heure, tu parles de nouveaux sujets, et la médecine, et l'astro, machin. Du coup, on voit dans les yeux que ça pétille. Alors là, du coup, je suis désolé, c'est un peu égoïste parce qu'il n'y a que Cécile et moi qui pouvons le voir. Mais on voit effectivement que ça pétille. Donc, J'aime ce que je fais, globalement. Ouais. J'ai la chance, et là encore, il faut le dire, j'en suis parfaitement conscient. J'ai la grande chance d'être quand même globalement arrivé à faire des trucs qui me plaisaient. Et aujourd'hui, j'ai même pu me construire mon métier à moi et le dimensionner comme j'ai envie. Et c'est une chance. Tout le monde n'a pas la chance de faire un boulot qui lui plaît, de kiffer dans sa vie privée et personnelle. Et j'ai cette grande chance, j'en ai conscience. Et voilà, c'est vraiment quelque chose, je ne sais pas qui je dois remercier pour ça. Mais en tout cas, c'est pas forcément
universel et c'est très important. Ouais. Mais justement, Tu as une bonne étoile, quoi. Ah, Oh. joli, magnifique, Ah, extraordinaire. et donc du coup, alors non, moi j'avais une dernière question en fait qui va aussi, faire le lien avec un petit peu la fin parce qu'on approche déjà de la fin de ce podcast, de ces moments passionnants. C'est en général on demande toujours un conseil, un truc et tout, etc. Mais là, pour une fois, je vais pas te laisser dire le conseil que tu veux. C'est Ok. moi qui vais te poser la question Ok. sur le conseil parce que en gros, il y a un truc que tu as dit qui est très intéressant, c'est je suis parti de fonctionnaire et je me suis lancé en freelance. Donc freelance, c'est auto-entreprise. Donc auto-entreprise, outre le fait de gérer soi-même tout, qui est une Y charge de compris travail nouvelle. l'administratif, Voilà, non, mais ma c'est ce que bête j'entends. noire, ma hantise, Voilà. c'est Ouais. infiniment plus compliqué que de la physique nucléaire, ce truc. Voilà. C'est Donc, du coup, abominable. en Non, mais mettant vraiment. ça de côté, parce que Ok. ça, déjà, c'est déjà un truc en soi, mais en mettant ça de côté, juste d'un point de vue, et je pense que ça pourrait être un conseil, d'un point de vue, on va dire, psychologique, comment on fait pour passer d'un emploi, si tu me passes l'expression, entre guillemets, stable et surtout serein, parce que Oui. c'est même pas travailler dans une entreprise et tout le salaire tombe tous les mois, parce que l'entreprise, à la limite, demain, elle peut fermer. Et là, on passe de fonctionnariat Tout à fait. à une auto-entreprise où là, du coup, tu dois aller. Alors, j'imagine que quand même, t'as quelques contacts et tout, mais je veux dire, où on doit aller chercher les clients. D'ailleurs, j'imagine que du coup, Twitter te sert aussi à ça, à présenter ce que tu sais faire, etc. Mais voilà, comment on fait pour passer de l'un à l'autre et surtout, comment on fait pour y passer sereinement parce que ça peut être une porte après la thèse, ça, mais elle peut faire très peur aussi. Et bah, comment on fait? On le fait en serrant les fesses Voilà. très fort. Allez, super conseil. Non, mais vraiment, Ouais. d'où est-ce que Ouais. j'ai fait ça sereinement? J'ai pas fait ça sereinement du tout. Voilà. Alors, pourquoi c'est pas serein? Après, ça dépend aussi de l'appétence de chacun. Il peut y avoir l'appel de l'aventure, tu vois? Bon, c'est pas ça qui m'a motivé moi, mais ça peut tout à fait. Moi, vraiment, il y a 2 choses qui m'ont fait très peur. La première, mais je pense que c'est ce qu'à peu près tout le monde se dit quand il vient de créer son auto-entreprise, qu'il a signé, qu'il vient de démissionner et qu'il se dit: «Bon, et ben, comment ça va se passer, à la fin du mois? Est-ce que je vais arriver à rentrer des sous?» et cetera. Non, pas forcément, qu'est-ce que je vais faire? Ben, c'est hyper flippant. C'est-à-dire tu as lâché les amarres, tu es au milieu de l'océan et maintenant il faut que tu trouves des poissons. Enfin, tu vois? Et l'autre chose qui, pour moi, a été très compliquée, mais heureusement, j'avais une compagne qui m'a aidé là-dedans, donc il ne faut pas non plus négliger le rôle énorme des amis, de l'entourage, de la famille et cetera. Ils sont toujours aussi là pour vous et ils peuvent vous être une grande aide. Outre le réseau qui est très important, profitez de votre doctorat pour, développer votre réseau. Le réseau, c'est hyper important. Vous ne savez jamais les choses qui peuvent, revenir vers vous à des personnes que vous avez vues une fois et qui ont bien aimé discuter avec vous et qui se rappellent 3 ans plus tard de vous, qui reviennent vers vous et c'est la porte qui va changer votre vie. Le réseau, c'est hyper important. Aller dans des colloques, rencontrer des gens, machin. Ça, c'est mon conseil absolu, que je voulais donner. Et donc il y a aussi, les proches, et moi, vraiment, je dis vraiment la partie, création de ton entreprise administrative, fai calculer la TVA, faire des devis, faire des factures. Je ne savais pas faire ça. Jamais de ma vie. Enfin, moi, je me suis contenté de quand j'avais, mon salaire, tu as la lettre, le salaire, tu prends le truc, tu le mets dans le classeur parce qu'on t'a dit qu'il faut le mettre dans le classeur. Tu regardes pas ce qui est marqué dedans. Là, il faut tout reprendre donc et il se trouve que j'ai eu la chance d'avoir une compagne qui, elle, était déjà passée par là, qui aussi est indépendante et qui a pu énormément m'aider parce qu'elle a fait toutes les erreurs, avant moi. Et donc elle m'a pu dire: «Attention, là, fais ci, elle fait ça, tiens, tel papier, ça va être compliqué, là, tu vas voir, ça passe crème». Et même au niveau de la méthode de travail, parce que ça change totalement la manière de Ah oui. travailler. C'est-à-dire que, en bien et en mauvais. C'est-à-dire qu'en bien, c'est que je fais ce que je veux, je gère mon temps comme j'ai envie. Si, un matin, j'ai envie de me lever à 10h du mat, je me lève à 10h du mat, je fais ce que je veux. Par contre, effectivement, si, je fais rien, de ma journée, bah, j'amène rien à la fin du mois et j'ai pas de pâte à mettre dans le donc en fait, c'est cette manière d'être entièrement maître de son destin,
c'est quelque chose qui est très impressionnant, mais qui est aussi très enthousiasmant, surtout quand ça finit par marcher, ou que ça... Moi, j'ai eu de la chance, ça a commencé à marcher assez vite. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, j'avais ce compte Twitter Astropierre que j'avais créé en 2015, juste pour moi, pour mon plaisir personnel. Et puis, ce compte, il a grossi. Là, j'ai des dizaines de milliers de personnes qui me suivent. 86 000, pardon. Par exemple. Mais le fait est que quand j'ai démarré et que j'ai dit sur Twitter, salut, maintenant je suis indépendant, si vous voulez que je vienne vous parler de l'univers, n'hésitez pas. Évidemment que du coup, il y avait des gens qui me suivaient, mais il n'y avait pas que des gens, il y avait des institutions, il y avait le CNRS, il y avait des universités qui me connaissaient, avec qui j'avais déjà travaillé, et qui me suivaient juste parce que je racontais des trucs rigolos sur la science, et qui d'un coup se disent, ah tiens, on peut bosser avec lui. Et du coup, ce compte Twitter que j'avais fait juste pour moi et pour parler de science à des gens, finalement, effectivement, comme tu l'as dit, Ben, c'est devenu ma principale vitrine pour que les gens puissent me contacter. Mais voilà, pour en revenir à ce que je disais, j'ai eu la chance d'avoir ma compagne qui m'a beaucoup conseillé, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a dit, voilà, quand tu es auto-entrepreneur, le grand risque, c'est que tu travailles toute la journée et puis que tu ne t'aperçoives pas que la journée est passée et puis qu'à 21h, tu continues à travailler. Parce que je travaille, là, je suis dans mon bureau, là, je suis à la maison. Je suis, là, j'ai la cuisine qui est à côté et le salon qui est à 2 pièces d'ici. Donc, tu vois, donc travailler de chez soi, c'est pas évident. Ça veut dire qu'il faut reconstruire tout ton système de tout ton environnement de travail. Par exemple, quand tu bosses, quand j'étais au Planet, il y a des moments de la journée qui te disent que tu passes de ton temps de travail à ton temps personnel. C'est quand tu quittes le Planet, c'est quand tu prends le bus pour rentrer chez toi. Pendant ce temps, tu as le temps de décompresser et de te mettre en mode perso. Là, je ne peux pas le faire ici. Ce qui fait que si je veux rester en mode travail, j'y reste en permanence. Et donc, quand ma compagne m'a dit, tu verras, tu vas déborder, puis là, je te dirais qu'il faut que tu te calmes. Je lui ai dit, non, ça va, je sais bien quand même les horaires. Et puis, je l'ai fait, évidemment, je suis tombé dedans comme prévu. Puis elle m'a dit, voilà, tu vois, ça, je l'ai fait avant. Donc là, je te le dis, je fais attention, machin. Et donc, il faut se retrouver d'autres rythmes, d'autres standards, d'autres habitudes qui vont te dire que, voilà, là, la journée est finie, et maintenant, on va sortir le chien, on va aller faire des courses, on va préparer à manger, ou on va aller sortir au cinéma avec madame. Donc, c'est vraiment une manière complète de travail à changer et à recréer, qui est aussi très, très intéressante. Et qui, là encore, convient à certains et pas à d'autres. Il n'y a aucun jugement, chacun fait comme il veut. Mais du coup, moi, je trouve ça rigolo. C'est très particulier, c'est une nouvelle aventure. Mais évidemment, enfin, quand tu te lances dedans, c'est parce que tu as un peu tâté le terrain, c'est parce que en ce qui me concerne, j'avais des gens qui m'appelaient de plus en plus, qui me demandaient des choses que je ne pouvais pas faire. Donc, je savais qu'il y a des gens qui seraient intéressés. Mais ce n'est pas parce qu'il y a 5 personnes qui sont intéressées que ça va vraiment marcher. Et donc, évidemment, quand tu fais ce saut-là, et tu t'y prépares le mieux possible, tu essayes de faire en sorte que tu mets tous les matelas possibles à gauche et à droite pour faire que plan B, plan C, si jamais truc. Mais le premier jour où tu es chez toi devant ton ordi et où tu dis, voilà, ça va falloir y aller maintenant, évidemment que c'est beaucoup de questionnements que sur toi-même, sur ton futur, sur tout ça. Et après, la sérénité, elle vient quand petit à petit, avec le temps, tu t'aperçois que, 1, tu kiffes, et que 2, apparemment, il y a des gens qui kiffent aussi, et que finalement, ça a l'air de tourner, et que mois après mois, tu n'es toujours pas en banqueroute, et que du coup, tu dis, finalement, ouais, ça marche en fait. Et puis, tu continues, et puis au bout d'un moment, tu finis par être plus cool, et puis par envisager l'avenir plus sereinement. Une belle voie. C'est une belle voie. Moi, j'aime bien le conseil sur la petite discussion un jour et qui a un écho 3 ans plus tard, parce que clairement, ça m'est déjà arrivé et c'est pour ça que j'arrête pas de parler tout le temps. Moi, c'est le réseau Twitter qui m'a fait ça, mais le réseau académique, c'est pareil. Peu importe, le réseau, c'est hyper important. Ça fait des rebonds des fois complètement inattendus. Je te rejoins sur ça. Exactement. Complètement. Cécile, tu as une dernière question?
Bah, peut-être un peu savoir ses actualités, qu'est-ce qu'il fait maintenant, Je fais plein de Pierre, trucs. Est-ce qu'on te un peu voit dire cet un été peu, quelque part? voilà. Ah, d'accord. Alors, cet été, oui, bah, c'est-à-dire là, hier et aujourd'hui, hein, puisque ce podcast sort alors qu'il fait Ne dis bien rien, chaud, ne dis pas les n'est-ce pas? secrets, ne Non, dis pas les mais secrets. d'accord, d'accord. Ne dis pas les secrets, nous Euh, enregistrons ça la veille donc, du jour où il sort. tout à fait, c'est Voilà. exactement. Donc là, en ce moment, euh, eh bien, vous pourrez me retrouver justement à Saint-Michel l'Observatoire, au centre Astro de Saint-Michel, où je ferai une conférence. Alors, je sais plus, c'est le 2 ou le 3 août. C'est début août, tu nous as dit. Ouais, Ouais. début août, ouais, pour Donc, la nuit des étoiles. entre deux Euh, Jeux Olympiques, quand vous ce- avez 5 minutes. C'est ça. Ben, moi, je vais m'éloigner vite de Paris. Je C'est vais ça. de l'autre côté. Ouais. Et puis, donc, je vais faire une conférence sur la matière noire. Qu'est-ce que c'est que cette matière noire mystérieuse qui envahit l'univers et qu'on n'arrive toujours pas dont on n'arrive pas à connaître la nature? Qu'est-ce que c'est que ce mystère? C'est l'un des plus grands mystères de l'astrophysique moderne. Donc, on en parlera à Saint-Michel. C'est pour le grand public, hein. C'est pas du tout c'est Sûr. vraiment fait pour un public familial, des enfants, etc. Une sortie le soir à Saint-Michel. Dans un très beau Et coin. puis, C'est très joli, c'est C'est déjà un coin. Alors moi, Ouais. j'ai adoré les années que j'ai passées là-bas. Ouais. Et c'est un coin qui est magnifique. Il y a une équipe qui est super. Surtout, voilà, si vous demandez ce que vous pouvez faire ou ce que vous voulez faire pendant les grandes vacances, si vous allez dans le sud, en Haute-Provence, vraiment allez passer quelques soirées à Saint-Michel Observatoire. C'est vraiment un coin qui est extraordinaire. Vos enfants vont avoir les yeux qui pétillent et vous risquez même vous aussi d'apprécier tout ça. N'hésitez pas. Et puis sinon, le reste du temps, je partage mon temps entre justement des conférences que les gens me demandent de faire sur plein de sujets liés à l'astronomie, mais pas que, à la science, à plein d'autres choses. Je fais aussi pas mal de rédaction. Donc là, c'est plutôt j'écris dans des magazines, dans Science et Vie Junior, dans Epsilon, dans des magazines de vulgarisation scientifique. J'écris aussi pour des institutions, pour les techniques, pour le CNES, tiens, pour l'Agence spatiale française, qui me demande parfois d'écrire des petites news pour eux. Voilà, donc je fais de l'écriture. Et puis, la dernière chose, c'est je fais de l'événementiel scientifique. Donc là, c'est plutôt quand il y a des universités ou des labos qui veulent faire un événement, qui veulent présenter le résultat de recherche à leurs collègues ou à du grand public. Quand il y a des instances scientifiques qui ont besoin d'animer, de préparer un événement et de l'animer sur place, eh ben, ils m'appellent et je le prépare avec eux, mais ça, c'est moins grand public. Donc, c'est une autre activité, mais qui est très intéressante. Donc, voilà, plein de trucs. Globalement, j'ai un compte qui s'appelle astropierre.com, j'ai un compte Twitter qui est astropierre. Donc, si vous voulez me contacter, vous tapez astropierre sur Google et globalement, vous trouverez. Voilà. Ça ressort très bien dans les résultats. Normalement, ça très bien référencé. Je vois que monsieur a fait son travail de SEO. Allez. Eh bien, c'est madame qui m'a fait mon site et c'est elle qui a fait le travail de SEO. Et c'est parfait. Mais il est très bien fait, je te le dis. Parce que merci, du coup, je lui dirai. Ça lui fera plaisir. Voilà, j'ai une petite expérience là-dedans. Et mais petite, moins ce que tu accompagnes. Et je me suis aperçu en allant sur ton site, ça a bien été optimisé, ça. Ça va vraiment lui faire plaisir. Je vais lui dire ça va lui faire plaisir. Merci. Mais j'ai encore une question. Hein. Ah, vas-y. Parce que j'ai été voir un peu le nom de tes conférences. J'ai vu aussi que tu avais fait un Twitch une fois pour parler d'un décollage en Guyane, que tu t'allais sur d'autres réseaux, etc. Puis, tu parles de beaucoup de choses. Même dans tes conférences, quand je lis les titres, en fait, je me suis dit, mais est-ce qu'un jour, il sortirait pas un livre, quoi? Parce que tu as tellement de trucs que tu racontes dans les conférences et tu vulgarises tellement bien. Je t'amène peut-être sur un sujet que tu n'as pas du tout envie d'aborder. Hein. Non, mais c'est une question que je me suis posée en voyant les titres des conférences, ça donne envie et je me dis, mais pourquoi pas j'ai essayé des choses. Twitch, je n'ai pas de chaîne Twitch à moi. Enfin, si, j'ai un compte Twitch, mais qui me sert juste à aller voir d'autres chaînes Twitch. Par contre, j'ai pas mal utilisé Twitch parce que des gens me demandaient de le faire en tant que médiateur scientifique. Donc, typiquement, pendant la crise du Covid, donc je bossais au Planet, là, d'un seul coup, plus de public, le Planet fermé, toute activité arrêtée, et là, on se dit, mince, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a décidé d'ouvrir une chaîne Twitch du Planétarium de Vaux-en-Velin, et donc, depuis chez nous, on continuait à faire des émissions, on continuait à parler de l'astronomie, on faisait des découvertes du ciel. J'utilisais un logiciel qui s'appelle Stellarium, d'ailleurs
utilisez-le, il est gratuit, Stellarium. Tapez ça dans Google, vous pouvez le télécharger, l'installer, et ça vous montre le ciel de n'importe où dans le monde, à n'importe quelle époque. Et donc, on peut voir les étoiles, on peut voir les constellations, on peut zoomer sur la galaxie d'Andromède. Donc, un très bon truc. Et ben, j'utilisais ça. Et on avait une émission Twitch où, justement, on parlait de ça avec les gens. J'avais fait une autre émission où je prenais justement des articles scientifiques qui venaient de sortir, de Nature, de Science, et on faisait une lecture vulgarisatrice des articles qui venaient de sortir. Donc, on parlait vraiment des toutes dernières découvertes. Donc voilà. Et après, c'est le CNES, effectivement, donc le Centre national d'études spatiales, qui m'a contacté. Et en particulier, c'est le Centre spatial de Kourou, en Guyane, donc, qui m'a contacté pour présenter les lives des décollages de la fusée Ariane 5. Et donc, effectivement, ces dernières années, tant qu'Ariane 5 fonctionnait encore, puisque là, vous le savez, elle ne fonctionne plus, et Ariane 6 ne fonctionne pas encore, mais j'ai fait la plupart des derniers lancements d'Ariane 5 sur Twitch, sur la chaîne du Centre spatial guyanais. Donc voilà, ce n'est pas une activité que je faisais perso pour moi, mais plutôt une activité que je faisais quand quelqu'un avait envie de me voir utiliser leur chaîne pour parler de sciences, d'astro, l'univers, tout ça. Donc ça, c'est ce que j'ai fait, ce que je continue à faire ponctuellement à gauche et à droite. Et puis, pour être tout à fait transparent avec vous, j'ai quelques éditeurs de livres qui m'ont contacté en me demandant si par hasard je voudrais pas un jour écrire un bouquin et raconter des trucs. Et je leur ai répondu que dans l'absolu c'est intéressant, mais que là j'avais pas le temps parce que j'ai une boîte à faire tourner et donc je passe tout mon temps à faire toutes ces activités dont je vous parle. Et je me suis renseigné à des copains qui ont écrit ou qui écrivent des livres, des médiateurs et médiatrices scientifiques aussi, qui sont dans le circuit, qui eux sont passés par la case bouquin. Et je suis allé me renseigner un peu en leur disant alors, ça prend combien de temps? Et ils m'ont dit, oh là là, mon pauvre, t'imagines même pas. Et donc après, à un moment, il faut être objectif. Soit on fait du bon boulot, soit on le fait pas. Et là, j'aurais pas assez de temps à mettre pour écrire pour faire quelque chose de bien. Donc pour l'instant, j'ai répondu non. Et puis, qui sait, peut-être à l'avenir, un jour, si les choses se calment un peu ou si j'ai envie d'essayer un nouveau truc. Pourquoi pas? Mais pour l'instant, c'est beaucoup trop chronophage pour aujourd'hui. On a un pseudo exclu. C'est la première fois. C'est l'exclu d'une chose qui ne se fera pas. Non, Voilà. ça se fera, mais qui se fera. Bon, je suis sûr que ça se fera, mais pas en 2024. Voilà. Je pense, oui. Je trouve que c'est la suite logique. Peut-être, on verra. Oui, c'est vrai qu'effectivement. C'est un autre moyen de toucher encore du public. C'est une autre manière. C'est pas des conférences, c'est pas IRL, c'est pas numérique, c'est pas par les réseaux. C'est une autre manière. Donc, évidemment que c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant à explorer, c'est intéressant à essayer. Mais après, il faut aussi être un peu objectif et se dire, voilà, quels sont les moyens que j'ai, quel est le temps que j'ai, quels sont et voilà, à un moment, c'est bien de faire plein de choses. C'est la manière que moi, avec laquelle moi j'aime travailler, faire plein de trucs simultanément. Mais après, le nombre de trucs, il faut connaître un peu ses limites. Moi, je me permets de le mettre sur la table. Petit featuring. Astro-Pierre qui écrit un bouquin, préface Thomas Pesquet. Vous l'aurez entendu ici. Ah ouais. La première fois, vous l'aurez entendu. Alors là, Thomas Pesquet ne nous écoute pas. Mais peut-être qu'un jour, il nous écoutera, on ne sait jamais. On l'a dit, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On ne sait jamais. On ne sait jamais. J'ai déjà eu la chance de rencontrer pas mal d'astronautes français de l'Agence spatiale européenne et qui sait aussi ce que ces rencontres pourront amener un jour, on ne sait pas. J'ai même postulé pour devenir astronaute il y a 2 ans quand l'ESA a lancé son grand... Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu la grande campagne. Oui, la grande campagne. Donc j'ai rempli le dossier, je suis allé voir le médecin qui a regardé mes yeux, etc. J'ai dit pourquoi est-ce que je voulais devenir astronaute. Et si je suis là, eh bien, vous savez la réponse. Oui, tu n'as pas été sélectionné. Ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que quand tu regardes les candidats qui ont été sélectionnés, il y a les 7 ou 8 qui sont actuellement en train de s'entraîner à Cologne. L'élite, je les ai vus là. Ils sont des machines. C'est le top du top de la crème ils sont extraordinaires. Et d'une humilité, j'en ai rencontré un ou deux, d'une humilité folle, quoi. Vraiment, c'est des gens qui sont à ton niveau fantastiques. Psychologiquement, intellectuellement, humainement. C'est des gens qui sont extraordinaires. Donc, aucun regret, parce qu'ils sont vraiment super.
Là, j'avoue que moi, c'est toujours une discipline, l'astro qui m'a, je te le dis, mais bon, voilà, ça a toujours fait peur. Voilà, moi, ça D'accord. m'angoisse. Mais depuis, non, mais c'est vraiment, j'ai honte de le dire, mais vraiment, ça m'angoisse. Mais depuis que c'est devenu un tout petit, mais je pense que c'est aussi grâce à ça, hein, c'est grâce à de la communication des institutions, que c'est devenu un tout petit peu plus dans l'actualité. Là, notamment, effectivement, je me rappelle de ce concours-là. Il y a une série que je regarde en ce moment, hein, Apple TV+, on s'en fout, on fait pas de pub, on est petits, nous, qui s'appelle For All Mankind, qui se passe donc dans l'espace, qui m'a complètement désangoissé de l'espace. Alors, je la trouve superbe. Et vraiment, et du coup, j'ai toujours eu cette angoisse. C'est effectivement depuis que les institutions communiquent un peu plus, depuis que ça devient, j'ai pas envie de dire ça redevient la mode, ça n'a jamais été passé de mode, mais disons que j'ai l'impression qu'on repart un peu dans la course à l'espace là, depuis quelques temps, avec les entreprises privées, etc., en plus des programmes nationaux. Ça me désangoisse un peu. Et j'avoue que voilà, ça commence à titiller un peu plus ma curiosité. C'est pas que je suis pas curieux, c'est vraiment ça me fait peur, parce que c'est trop grand, c'est infiniment grand, moi ça me fait stresser. Écoute, si un jour on se croise IRL, on ira se poser dans l'herbe sous le ciel étoilé et on discutera des étoiles et de l'univers, et j'espère t'aider à transformer cette peur en émerveillement, parce qu'il y a pas de meilleur sentiment. Je suis preneur. Je suis preneur de faire une thérapie. Avec plaisir. C'est calé. Ok, allez, c'est vendu. Merci beaucoup, Pierre. Merci à vous. Merci pour ce grand moment d'échange très passionnant. Cécile, merci. Évidemment, toujours. Merci Pierre. C'était vraiment instructif. Tout à fait. C'était cool. Tout à fait. Si ça peut aider ceux qui nous écoutent à prendre des choses plus sereinement et à faire leur chemin, j'en serais absolument ravi. C'est tout ce que j'espère. C'est ce qu'on espère aussi. Et bon courage à tous et à tous. Vraiment, bon courage à tous et à toutes. On pense très fort à vous. Merci beaucoup, du coup, pour ce moment. Cécile, on se revoit pour le prochain. Oui, très bientôt. Voilà. Et Pierre, on trouve dans les étoiles. Allez, on terminera sur ça. Allez, c'est parti. Merci à tous. Merci. Merci.